7h37 sur la première, c'est une petite phrase qui a suscité la stupeur dans les chancelleries européennes il y a une dizaine de jours. Si le peuple, je cite, si le peuple veut la peine de mort, alors les partis suivront sa volonté. Son auteur n'était autre que le président turc Recep Tayyip Erdogan. Et aujourd'hui, encore difficile de savoir si cette annonce cachait une volonté sincère de rétablir la peine capitale ou bien si elle n'était qu'un simple coup de bluff. Ce qui est certain, c'est qu'au cours des derniers mois, d'autres États dans le monde ont choisi de réinstaurer le châtiment suprême ou ont annoncé vouloir le faire. On pense à la Tunisie, aux Maldives ou encore aux Philippines, au point qu'on peut se demander aujourd'hui si la cause abolitionniste n'est pas tout simplement en train de reculer. Pour en parler ce matin, on a le plaisir de recevoir un juriste actif depuis des décennies pour l'abolition de la peine capitale à l'échelle internationale. C'est vous, Pierre Depreux, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Genève. On vous remercie d'être avec nous jusqu'à 8h environ. Cette annonce du président turc, Pierre Depreux, elle ne vous a évidemment pas échappé. Pour vous, il faut la prendre au sérieux ? Je pense qu'il faut la prendre au sérieux, même si elle est peut-être du domaine de la gesticulation politique. Mais lorsqu'on parle de rétablir la peine de mort, il faut toujours prendre cela au sérieux. Cela dit, je ne crois pas qu'elle soit significative d'un recul de la cause abolitionniste, puisque cette cause progresse et de manière très significative depuis la fin de la dernière guerre. Et aujourd'hui, ce sont la majorité des États de la planète qui sont abolitionnistes. Pour rester vraiment sur le cas de la Turquie, les États européens, y compris la Suisse, ont réagi immédiatement aux propos de Recep Tayyip Erdogan. On a par exemple entendu le secrétaire d'État du DFAE, Yves Rossier, dire que le rétablissement de la peine de mort en Turquie équivaudrait à franchir une ligne rouge. On a raison de considérer qu'un État ne peut plus être considéré comme une démocratie digne de ce nom dès le moment où il pratique ou rétablit la peine de mort. Non, je ne crois pas. Le meilleur mauvais exemple, ce sont les États-Unis. Je crois qu'il y a des démocraties qui fonctionnent parfaitement bien, en tout cas quant à la règle des choix que peuvent se donner les individus qui forment l'État concerné. Mais il y a des règles juridiques, tout simplement. C'est que si la Turquie veut, ce qui est son souhait, faire partie de l'Union européenne, elle doit abandonner la peine de mort. Elle doit rester dans sa situation, qui est la situation actuelle, puisque la Turquie a aboli la peine de mort en 2004. Donc elle ne peut pas la rétablir. La formulation de la phrase d'Erdogan est en elle-même assez troublante, hein, puisqu'il avance l'idée que la peine de mort serait rétablie uniquement si le peuple le voulait. En clair, il laisse entendre qu'une telle décision pourrait être un acte démocratique. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela ? Mais ça, c'est la grande difficulté qu'il y a à gérer la volonté populaire d'un côté, et puis des principes juridiques qui ne sont pas seulement ceux qui peuvent être mis en cause lorsqu'on parle de peine de mort, mais de tous les droits humains et de tout le droit en général. On vit cela en Suisse quasi quotidiennement, avec toutes sortes d'initiatives qui font joujou avec les valeurs fondamentales. Maintenant, de vouloir commenter les affaires intérieures turques est quelque chose de délicat. Je crois qu'il faut se placer sur le terrain juridique. On peut bien sûr débattre de la peine capitale sur le plan moral, sur le plan philosophique, sur le plan même pénal, pour savoir si elle est efficace ou si elle ne l'est pas. Restons sur le plan juridique. C'est très simple. La Turquie a un vœu qui est celui de rejoindre l'Europe. Si elle veut faire cela, elle ne peut pas avoir dans son droit la peine de mort ni la rétablir. On le disait en introduction, la Turquie n'est pas un exemple isolé. La peine capitale a été réinstaurée ces derniers mois en Tunisie, mais aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Maldives. Oui. Elle pourrait bientôt l'être aux Philippines. Vous disiez tout à l'heure, attention à ne pas voir là-dedans un mouvement de fond, un phénomène d'ampleur. Mais alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette multitude d'annonces ? Est-ce que c'est lié au contexte sécuritaire très troublé dans lequel on évolue aujourd'hui, oui, ou est-ce que ça peut s'expliquer autrement ? Probablement, mais bon, pour ce qui est des Philippines, on est là dans une exagération verbale qui est proche du délire, puisque le nouveau président philippin prévoit non seulement de soumettre à son Parlement le rétablissement de la peine capitale, mais également de permettre aux policiers de tirer à vue, et dit-il, de pendre ceux qui auraient commis plusieurs crimes plusieurs fois, la première fois jusqu'à ce qu'ils meurent, et la deuxième fois jusqu'à ce que leur tête se détache du corps, et dit-il, j'ai du plaisir à cela parce que je suis fou. Donc on est vraiment dans le délire le plus complet, mais c'est à prendre au sérieux tout de même, puisque si les Philippines rétablissent la peine de mort, eh bien c'est un mauvais pas. Maintenant, le langage qui
la parole publique qui entoure ces projets et ces déclarations. On peut d'ailleurs songer aux déclarations de monsieur Donald Trump qui lui veut, dit-il, instaurer un système qui voudrait que tout homicide ayant pour victime un policier serait nécessairement puni de la peine capitale, alors qu'il y a un certain nombre d'États de l'Union qui n'appliquent plus la peine de mort, qui ne l'ont plus dans leur système juridique. Tout ceci fait partie d'une sémantique probablement électoraliste, un peu populiste, pour s'attirer les faveurs d'une certaine frange de la population. Quelle forme de pression internationale on peut envisager face à ces pays qui choisissent ou qui envisagent de rétablir la peine de mort? Dans le cas des Maldives, par exemple, on sait que le code pénal permet désormais de condamner des enfants à partir de l'âge de 7 ans à la peine capitale. On sait aujourd'hui que certains tours opérateurs ont choisi de boycotter ce pays pour protester contre ce durcissement. Est-ce que c'est ça la bonne réponse? Alors probablement que oui. Il y a... D'abord, il faut savoir que l'abolition de la peine de mort a fait l'objet d'instruments internationaux. Il y a des traités à portée universelle et des traités à portée régionale. Et ce n'est que par adhésion à ces traités que la peine capitale a été abolie, y compris en Europe. On a fait ce chemin progressivement. Et généralement en prévoyant une clause qui ne permet pas la réversibilité. Maintenant, s'en prendre à un État parce qu'il applique la peine de mort, c'est une chose difficile. On peut imaginer des sanctions économiques, on peut imaginer de manière probablement plus mesurée, simplement que cet État se trouve isolé sur le plan de l'entraide pénale. La Suisse qui est assez exemplaire d'ailleurs en matière d'abolition, puisqu'il faut quand même rappeler que c'est déjà la Constitution de 1874 en Suisse qui avait prévu l'abolition, et la peine a ensuite été rétablie. Et puis on l'a re-aboli en 1942 lors de l'entrée en vigueur du Code pénal, a prévu notamment depuis longtemps qu'on ne coopère pas judiciairement avec les États qui ont dans leur arsenal la peine capitale, on n'extraite pas vers ces États, donc ça peut être un instrument. Maintenant, parlant de la mise à mort d'enfants, c'est clair que la communauté internationale, mais ça ce sont des choix politiques à faire, il n'y a pas d'instrument juridique pour cela, peuvent décider d'isoler un État qui ferait cela. Aujourd'hui, on sait que la peine capitale existe dans plusieurs dizaines d'États. Si je ne me trompe pas, c'est plus ou moins le tiers des États dans le monde qui la pratiquent. Mais en fait, dans les faits, l'immense majorité des exécutions, elles se concentrent dans seulement 4 pays. Oui. Arabie Saoudite, Iran, Pakistan et la Chine, sur laquelle on a finalement très très peu de chiffres. Comment est-ce que la pression internationale peut s'exercer sur ces très grands pays, très puissants, avec lesquels les relations ne sont pas toujours très simples? Alors, moi je ne sais pas, les instruments juridiques sont pas très efficaces. En revanche, il y a bien sûr une action politique qui peut être menée, et je crois, à titre personnel, volontiers à la discussion, aux messages positifs qui peuvent être apportés dans ce cadre. Quand on parle d'abolition de la peine de mort, on doit toujours se préoccuper des victimes d'actes violents, et c'est comme ça qu'on peut faire progresser cette cause. Lorsqu'on ne s'en préoccupe pas, eh bien, on crée des rancœurs, on crée de la haine qui est la réponse à la violence, et la nécessité de l'assouvir par des moyens violents eux aussi. Moi, je crois que c'est la discussion qui peut amener ces États à changer d'attitude. Cela dit, on est actuellement dans un monde violent. Je pense que d'ailleurs qu'on est dans un monde dont la perception est plus délicate que sa réalité, puisque les actes de violence, même s'ils sont très spectaculaires actuellement, on pense à tous les attentats qui visent l'Europe et la France en particulier, sont en réalité, sur le plan du nombre, relativement peu significatifs. Mais c'est le sentiment que cela crée, et ces sentiments-là sont évidemment porteurs de tout ce qui peut faire des réactions allant dans le sens du rétablissement de la peine capitale. Donc il faut se préoccuper de faire passer un message et de s'occuper concrètement des victimes, ce que d'ailleurs la Suisse fait, de nouveau Suisse exemplaire, très bien avec un arsenal de règles de droit. C'est la loi sur
l'aide aux victimes d'infractions violentes qui est entrée en vigueur il y a longtemps et qui se préoccupe des victimes de manière très concrète. Vous l'avez rappelé à l'instant, on évolue aujourd'hui dans un contexte de plus en plus violent, marqué notamment par la menace djihadiste. Et justement, on peut s'arrêter un petit moment sur le cas de la Tunisie, qui est particulièrement intéressant, puisque c'est par le biais de la nouvelle loi antiterroriste votée il y a un an que la peine de mort a été remise, si l'on ose dire, au goût du jour. Il y avait un moratoire qui était en vigueur depuis 1991, si je ne me trompe pas. En clair, les crimes terroristes ont désormais puni la peine de mort. Pierre Depreux, quand on voit la barbarie dont font preuve aujourd'hui les groupes terroristes, est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'un État comme la Tunisie montre les muscles et durcisse son arsenal judiciaire pour faire face à ce nouveau défi? En dehors de toute logique, on peut le comprendre, mais si on revient à quelque chose d'un peu sensé, on ne peut pas opposer la barbarie d'individus à la barbarie qui serait une barbarie étatique. L'État doit réfléchir à ce qu'il fait, il doit le faire sereinement, il doit le faire posément, à la suite de procédures juridiques établies, et non pas en réaction à des actes de violence qui sont, eux, des crimes. On ne peut pas répondre à un crime par un crime. Maintenant, il y a une confusion qui s'introduit dans cette problématique, c'est que il ne faut pas non plus mélanger la réponse judiciaire à des actes de violence à ce qui pourrait être des actes de guerre où un État a le droit de se défendre. Il est 7h48 sur la première. Restez avec nous. Pierre Depreux, Laurence Bollomet, Esther Coco nous ont rejoints en studio. Elles ont lu la presse pour nous et la menace djihadiste est justement évoquée dans la presse avec le cas notamment de ce Genevois de 29 ans radicalisé qui a été arrêté à l'aéroport de Zurich à son retour de Turquie. Oui, une information de la Tribune de Genève reprise par 24 heures également et en collaboration avec le Tages-Anzeiger. Double national suisse et tunisien, le jeune homme est accusé par la justice de lien avec une organisation terroriste. Musulman pratiquant, il a aussi fréquenté par le passé les milieux de l'extrême droite et les milieux antisémites. Les forces de l'ordre ont saisi des armes chez lui qu'il détenait de manière légale. Un de ses amis de 21 ans avait suivi le même parcours et a également été arrêté. Ils sont prévenus de soutien et de participation à une organisation criminelle. La question à ce jour, selon l'article, sera de déterminer s'ils ont bénéficié de soutien en Suisse. Outre ces 2 cas genevois, il y aurait 9 autres cas en Suisse de personnes poursuivies pour des faits similaires. Pierre Depreux, on reproche parfois à la Suisse d'être un peu trop laxiste avec ces djihadistes. Ils peuvent être condamnés très précisément à 5 ans de prison au maximum, c'est bien moins que dans les pays voisins. Est-ce qu'il y a une évolution inéluctable vers un durcissement ? Bon, d'abord, dans le cas particulier, il faut imaginer qu'il y a une enquête pénale. C'est le ministère public fédéral de la Confédération qui a ouvert une enquête. Il a certainement dû trouver dans cette situation des motifs suffisants d'ouvrir cette enquête et d'obtenir la mise en détention de cette personne. Quelle était votre question déjà ? La question d'un éventuel durcissement, est-ce que lorsqu'on voit qu'un djihadiste valaisan, par exemple, pour l'instant c'est le seul djihadiste de retour du Proche-Orient qui a été condamné, ce djihadiste valaisan qui a été condamné à un travail d'intérêt public sur le thème de la paix, est-ce que ce n'est pas le signe d'une certaine clémence des juges en Suisse vis-à-vis des djihadistes ? Alors, parlons peut-être de la clémence du code pénal lui-même. Notre code pénal est relativement clément. Il a comme instrument de remise en circulation des individus qui peuvent même être dangereux, pas seulement les peines, mais également les mesures. Donc si quelqu'un devait être établi comme étant dangereux, cette personne pourrait faire l'objet de mesures, et notamment de mesures d'internement. Donc je ne crois pas. Non, je crois que nous avons les instruments adéquats pour répondre à cette problématique. Et pour ma part, je fais confiance aux juges qui ont à connaître de ces affaires. Si on regarde quand même certains cas qui se sont produits dans les pays voisins, on peut quand même s'interroger sur l'efficacité des outils actuels. Le cas de ce djihadiste qui a assassiné un prêtre en Normandie, on lui avait mis un bracelet électronique. Évidemment, ça ne l'a pas empêché de commettre son geste. Est-ce qu'on peut vraiment combattre la menace terroriste avec les outils dont on dispose aujourd'hui ? Mais probablement que non, de manière totalement efficace, parce qu'il n'y a pas de sécurité absolue.
À défaut de quoi, vous devriez mettre un policier derrière chaque citoyen et un policier derrière chaque policier, parce que pourquoi un policier ne deviendrait pas djihadiste tout d'un coup? Donc c'est une mission strictement impossible. Il faut vivre avec les dangers que représente la vie en société et réprimer ceux qui commettent des infractions. La prévention est un objectif socialement impossible. Pour en revenir à la Suisse, il y a le cas tout à fait emblématique d'un jeune homme qui a été condamné récemment par le tribunal fédéral pour soutien à une organisation terroriste par le biais des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est emprisonné en attente de son expulsion vers l'Irak. Or, il a fait recours contre son expulsion. Et la question se pose aujourd'hui à la justice, est-ce qu'il faut le renvoyer, sachant que son pays est en guerre? Est-ce qu'il faut appliquer de manière stricte le principe du non-refoulement qui est inscrit dans le droit international? Comment est-ce qu'on tranche ce dilemme, Pierre Depreux? Je ne sais pas, je ne connais pas cette affaire particulière, mais il est évident que si cette personne présente concrètement un danger, elle ne sera pas remise dans le circuit en attendant son expulsion. Mais on entend plus largement de plusieurs voix, et notamment à la droite de l'échiquier politique, qui veulent remettre en cause certains principes du droit international, comme ce fameux principe du non-refoulement, au nom justement de la sécurité collective, de la sécurité des Suisses. Est-ce que vous trouvez cela légitime, ou est-ce que cela vous inquiète un petit peu de voir cette remise en cause du droit international? Mais je suis inquiet de revoir, de constater qu'on remet en cause tout le droit international, pas seulement ce principe-là. On a consacré plusieurs décennies, même plusieurs siècles, depuis les grandes révolutions, beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence, beaucoup de savoir-faire, sans beaucoup de tâtonnement d'ailleurs, ça s'est fait de manière assez linéaire, à la création d'un édifice juridique remarquable qui pose des valeurs d'organisation de la vie sociale. Et puis aujourd'hui, parce que notre société connaît des difficultés, on voudrait remettre en cause tout cela. C'est assez fâcheux. Moi, je suis fondamentalement partisan, très fermement partisan, du maintien de nos valeurs, celles qui sont inscrites dans la Constitution helvétique, qui se trouvent d'ailleurs reprises dans des textes supérieurs, la Convention européenne des droits de l'homme. N'y touchons pas. Le droit international et les libertés publiques, celles qui se trouvent dans notre Constitution, ne sont pas seulement faits pour les périodes de beau temps, mais ils sont aussi faits pour les périodes difficiles. Et c'est là au respect des principes fondamentaux qu'on voit la force d'une nation. Je reprends là les termes d'ailleurs de M. Burkhalter, dont je salue le travail et l'engagement pour la défense des droits humains. Donc très concrètement, cette initiative de l'UDC qui demande à ce que le droit suisse l'emporte systématiquement sur le droit international, pour vous, elle est dangereuse? Oui, mais ça c'est... Bien sûr qu'elle est dangereuse, c'est une manière de vouloir réinventer le monde, c'est de vouloir poser le droit est organisé de manière pyramidale, vous avez les normes supérieures à la pointe de la pyramide et puis les règlements tout au fond. L'UDC voudrait faire tenir la pyramide sur la tête, ça ne tiendra pas, c'est simplement inconcevable.